là. Et puis la deuxième partie, c'est de faciliter cette saisie d'informations justement sur les médicaments et les produits de santé naturelle. Donc, comment on va faciliter les analyses des chercheurs? C'est en utilisant la classification ATC de l'OMS, ATC pour Anatomical Therapeutic Chemical Classification. Donc, vous voyez ici à l'écran, à la droite, les différentes catégories dans lesquelles tous les médicaments sont catégorisés. Donc, vous voyez, par exemple, au début, on parle du tractus alimentaire, après ça, au niveau du sang, au niveau des médicaments cardiovasculaires. Les médicaments se retrouvent dans une de ces catégories. Ici, vous avez une capture d'écran du site de l'OMS. Le site est extrêmement bien fait. Vous avez ici l'outil pour faire des recherches sur des noms de médicaments pour trouver les classes ATC. Donc, une ressource extrêmement intéressante. Maintenant, comment on l'applique? Je vous donne ici un exemple. Je vais rester ici, hein, pour le micro, ou je peux me promener? Oui, OK. Donc, vous avez un exemple avec l'atorvastatine, une statine, un médicament qu'on utilise pour diminuer le cholestérol. Donc, les médicaments, c'est toujours deux noms, des fois plus. En fait, il y a toujours plus que deux noms, mais il y a deux noms principaux. Donc, il y a le nom de la molécule, qui est un nom générique, qui est donné par un organisme réglementaire international. Après ça, la compagnie peut lui donne son nom commercial. Alors la molécule au nom générique atorvastatine, la compagnie qui l'a développée, c'est la compagnie Pfizer, et la compagnie a décidé que ce médicament-là s'appelait le Lipitor. Après ça, quand le médicament devient générique, les compagnies qui commercialisent l'équivalent, la copie du médicament original, leur donnent leur nom commercial. Donc, vous voyez ici, la compagnie Apotex va l'appeler Apo-atorvastatine, la compagnie Prodog va l'appeler atorvastatine, la compagnie Sibem va l'appeler atorvastatine-10. Donc, quand vous faites de la saisie d'informations, si votre patient vous arrive avec son pot de pilule, bien, vous allez probablement saisir un de ces noms-là parce que c'est ce que vous allez trouver, entre autres, sur le pot de pilule de votre patient. Donc, on parle toujours ici du même médicament, mais vous voyez qu'il y a plusieurs façons de saisir l'information pour cette même molécule. Et c'est ici vraiment que la classification de l'OMS devient intéressante. Donc, on parle toujours d'une première lettre à laquelle on ajoute des chiffres, à laquelle on ajoute des lettres et à laquelle on ajoute un chiffre. Donc, il y a vraiment 5 niveaux. Et à la fin, la molécule a un code unique. Donc, l'atorvastatine, c'est toujours C10AA05. C'est bien intéressant, par contre, dans vos analyses. Si vous voulez, par exemple, analyser la classe des statines, donc il y a l'atorvastatine, la rosuvastatine, donc il y a, je pense, 5-6 molécules dans cette classe-là. Vous pouvez décider d'éliminer les deux derniers chiffres et utiliser seulement le C10AA. Je vais essayer de vous convaincre au cours de mes prochaines diapos que ça vaut la peine de faire ces efforts-là. Puis mon punch à la fin, c'est que le système qu'on a développé là, dans RedCan, en fait, je ne pense pas que ça va vous demander plus de temps de saisir des infos, même je pense que ça va vous demander moins de temps. Donc, il y a juste des bénéfices à utiliser ce système-là. En tout cas, c'est mon opinion, mais j'essaie de vous convaincre aujourd'hui. Les données qu'on utilise justement dans ce système-là viennent de 2 BD de Santé Canada qui sont disponibles sur le web et les extraits de ces BD-là peuvent être téléchargés, sont mis à jour à peu près à toutes les semaines. Le développement de cet outil-là a été fait, entre autres, par Simon Brière en collaboration avec l'équipe du CRED. Et le CRED a, dans le fond, développé des scripts qui vont récupérer de façon régulière les mises à jour de la BD de Santé Canada. Donc, l'outil de saisie est mis à jour automatiquement par ce download des plus récentes mises à jour des BD de Santé Canada. Donc, on va y aller avec le premier objectif qu'on avait, donc faciliter l'analyse des données. Puis, j'essaie de rendre ça très, très concret. Donc, un exemple, récemment, la commission du Lancet a mis à jour sa publication sur les facteurs de risque modifiables de la démence. Donc, on en ajoute 2 aux 12 qui étaient déjà présents. Une publication extrêmement intéressante. Puis, vous les avez ici, là, désolé, j'ai juste fait un copier-coller de l'anglais. Et ceux que j'ai mis en gras, c'est ceux pour lesquels il y a des médicaments qui peuvent aider.
Puis je vais focuser vraiment dans ma présentation sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, on va s'intéresser aux médicaments pour l'hypertension, aux médicaments pour le diabète, pour donner des exemples, mais ça s'applique finalement à toutes sortes de projets. Par exemple, Guillaume, qui n'est pas ici aujourd'hui, s'intéresse à la douleur. Donc, lui, ce qu'il pourrait vouloir faire, donc, il mesure des interventions pour diminuer la douleur, mais il faut contrôler pour les confondants potentiels qui sont les médicaments. Donc, est-ce que c'est des changements dans l'usage des médicaments qui ont amené une diminution de la douleur ou c'est vraiment l'intervention de physiothérapie que Guillaume met en place? Donc, à mon avis, si vous travaillez sur des médicaments, en fait, nous, on l'utilise, ce système-là, évidemment, mais si vous travaillez sur un autre sujet et que vous voulez saisir des données médicaments, je pense que c'est là que ça peut devenir intéressant pour vos projets. Puis on va vous faire participer à la présentation aujourd'hui. Vous pouvez aller ici, là, si vous avez votre téléphone cellulaire, pool. Pardon. Oui. Fais-le en présentation. Oui. Moi, je ne sais pas si vous êtes capable de taper le code QR. Oui. Sinon, vous allez dans poolev.com, vous avez /. Donc, on teste vos connaissances, mais aussi pour voir l'intérêt de faire cette classification-là. Donc, parmi tous les médicaments que vous avez ici, il y en a un qui n'est pas utilisé pour le diabète. Est-ce que vous êtes capable de l'identifier? Là, imaginez-vous que vous avez une BD, vous êtes en texte libre, vous n'avez pas la classification de l'OMS, puis là, vous êtes en train d'analyser vos résultats, puis vous dites, mon Dieu, je dois identifier tous les médicaments de diabète et les séparer des autres. Est-ce que ça fonctionne pour le quiz? Vous avez le droit de vous consulter, vous avez le droit d'en discuter avec vos collègues. Alors. Encore une seconde. C'est bon, c'est déjà répondu. Alors, je vous rappelle, la question, c'est le médicament qui n'est pas pour le diabète. C'est bon, on va aller voir les réponses. En fait, c'était égalité pour la tête entre la metformine et la nifedipine. En fait, la réponse, c'est la nifedipine. La metformine est un médicament utilisé pour le diabète. Je vais revenir. Je n'étais pas noté sur ceci aujourd'hui. Bon, vraiment, là, ici, j'ai repris ce que je vous ai montré tantôt, je les avais triés par ordre alphabétique. Cette fois-ci, je les trie par les codes ATC. Et ça devient très clair rapidement que la nifedipine n'est pas un médicament utilisé pour le diabète. Et je vais aller vous montrer justement les extraits du site web de l'OMS. Donc, on va dans les médicaments justement pour le métabolisme. Et on a une catégorie à 10 qui est vraiment les médicaments utilisés pour le diabète. On a une catégorie vraiment sur les insulines. Puis après ça, on a à peu près tous les autres médicaments qu'on va retrouver dans l'autre catégorie juste en dessous. Ça, c'est quand on explore cette catégorie-là. Donc, vous pouvez même aller trouver quel médicament est dans quelle classe avec les codes ATC. Si je reviens à mon tableau, juste un petit clin d'œil, tout le monde, on connaît bien l'Ozempic. Mais l'Ozempic, c'est aussi le semaglutide. C'est aussi le Wegovy. Et quand on va voir ici notre code ATC, on voit qu'il est identique pour ces mêmes trois noms-là. Donc, on sait qu'on parle du même médicament, qui a ici trois noms différents. Puis vous allez voir, j'ai des exemples de l'explosion du nombre de noms. Je vais continuer. OK, tiens, une autre question. Donc, vous avez un set de données, puis là, tout d'un coup, il y a une nouvelle étude qui démontre, encore une fois, que la metformine, c'est un médicament miracle. En tout cas, ce qu'on voit au fil des années. Des fois, on est un peu déçus par la suite. Donc, ça sera un nouveau médicament antisénescent. Puis là, vous devez aller trouver dans votre BD toutes les façons dont la metformine a pu être écrite.
Donc, la question que j'ai pour vous, quand vous allez dans le livre de la RAMQ, donc la Régie de l'assurance maladie, excusez, je suis dans mes, ici. Donc, quand vous allez dans le livre, la liste de la RAMQ, combien de compagnies différentes, donc combien de noms différents? Oh, attendez. Non, OK. Moi, je pense que c'est la réponse. Ne soyez pas influencés. Donc, combien de noms différents vous allez trouver pour la metformine dans cette liste de la RAMQ? Donc, des formulations qui sont disponibles au Québec. Donc, est-ce que c'est 4, 9, 8? C'est pas de me convaincre. Alors, allons voir les réponses tout de suite. Alors oui, il y a bien 18 formulations différentes de metformine qui sont remboursées par la RAMQ. Vous voyez ici la liste. Évidemment que metformine apparaît dans à peu près tous les noms. Là. Donc, vous pourriez faire une recherche que le nom, en tout cas le champ de votre variable inclut metformine, ça vous donnerait la réponse. Mais à mon avis, c'est beaucoup plus simple d'aller par le code ATC. Bon, puis on va faire une dernière question. Là. Vraiment, je vous complique la vie sérieusement. Ça, c'est tous des médicaments qui sont utilisés pour traiter l'hypertension. Une autre des questions que vous pourriez avoir avec votre BD, c'est que vous pourriez les répartir par classe. Donc, il y a les bêta-bloqueurs, les bloqueurs des canaux calciques, les ISCA, les antagonistes, les récepteurs de l'angiotensine, diurétiques. Donc, parmi tous ces médicaments-là, il appartient à combien de classes? De toute façon, on peut séparer les diurétiques en différentes sortes de diurétiques, mais disons qu'on reste aux grandes classes. Attendez, je vais vous ramener le pouce d'une question là-dessus, c'est la dernière. Donc, il y a choix de réponse 1, 4, 5 ou 7. Donc, il y avait 7 médicaments. Ces médicaments-là se répartissaient en combien de classes? Alors, la réponse est bien simple. Encore une fois, je vais vous présenter les données comme si on les a classées par ATC. Ah, ma souris, on dit. Je suis pas dans la bonne présentation? C'est celui de gauche. Mais ça va être en... Oh, j'arrive. Non, je ne savais pas. Ah, c'est parce que le curseur disparaît. On va l'avoir, la souris n'est pas bien bonne. Les deux, quand je pas souris. Quand le curseur disparaît, c'est sur la diapo PowerPoint. Fait que mets-toi sur le bord du bas. Non, mais on voit qu'il y a une souris, mais on ne voit pas la souris, c'est ça la fin. Oui, mais justement. Mets-toi sur le bord du bas en noir et remonte à Ah, super. Merci. Donc, encore une fois, quand vous y allez par les codes ATC, vous voyez qu'on peut trier à partir des trois premières données qu'on a là. Donc, on a la classe C03 qui est les diurétiques, la classe C07 qui est les bêta-bloqueurs. Vous voyez qu'il y a 2 bloqueurs des canaux calciques qu'on reconnaît avec le C08. Puis le C09, ça se complique un peu. Donc, les inhibiteurs, les ILCA et les bloqueurs des récepteurs se retrouvent les deux dans le C09, mais après ça, on est capable de séparer le AA du CA. Donc, c'était mon pitch de base sur pourquoi vous devriez utiliser cette classification-là ATC de l'OMS. Oui, une question. Qu'est-ce qui arrive? C'est un médicament qui sert à 2 choses, ouais. En fait, ils peuvent se retrouver dans 2 classes, mais habituellement, ils sont dans une classe. Après ça, vous êtes capable de le séparer. Fait que ça va nous dire si ça sert à 2 choses. Non, pas dans la classification de l'OMS. Vous allez vraiment le retrouver dans un endroit, par exemple, des antidépresseurs. Le médicament a été commercialisé surtout pour la dépression, mais il va être utilisé pour la douleur. Vous allez le trouver dans les antidépresseurs.
Je dirais que c'est quand même, oui, il y a peut-être des enjeux, mais ils sont assez limités, là. Puis oui. Là, on est rendu plus dans l'interprétation plus poussée de données. Là, je pense qu'il faudrait s'allier avec des chercheurs qui connaissent ça. Ouais. Oui. Ça, c'est... Oui. Parce que l'action, finalement, elle demeure la même. Mettons les antidépresseurs pour la dépression ou pour les douleurs neuropathiques. L'action physiologique. L'action va être sur le système nerveux, etc. Fait que, dans le fond, sur la Oui. médication du maline, ça ne change pas. C'est juste que notre indication, la raison qu'on l'utilise, elle va varier, mais on va le retrouver dans cette classe. Mon dernier pitch de vente, finalement, c'est vous montrer l'outil et comment cet outil-là peut faciliter la saisie d'informations. Donc, si j'ai des captures d'écran, ça a été monté dans Redcap. Et comment on a fait? En fait, vous avez au départ 4 champs dans lesquels vous choisissez d'insérer vos données. Donc, vous cliquez, premièrement, est-ce que c'est un produit de santé naturelle? Ça dirige vers quel BD va être cherché quand vous allez saisir l'information. Si c'est un médicament, vous entrez ici le DIN. Si c'est un produit de santé naturelle, vous entrez le NPN. Donc, vous pouvez choisir, c'est des chiffres. C'est à peu près 8 chiffres là, pour le DIN, oui, je pense que le NPN aussi, me semble. Sinon, vous pouvez décider de l'entrer en texte libre ici. On voulait entrer la venlafaxine. Donc, on a commencé par écrire VEN et là. Puis là, ça nous génère un menu déroulant. Et puis, nous, on choisit lequel des produits parmi le menu déroulant qui nous intéresse. Même exemple ici avec l'acétaminophène. Donc, on va commencer par écrire acétamie. Là, vous voyez ici les différentes formulations. Donc, ça, c'est un input direct dans la BD de Santé Canada. Donc, ça va vous afficher tous les noms qui commencent par ça. Ici, oui, on voulait vous montrer. Une fois que vous avez choisi votre médicament, vous saisissez la posologie. Donc, ici, c'est 150 mg. Vous choisissez le nombre de prises par jour, prises orales. En fait, ça se met automatiquement à partir du choix que vous avez choisi. Le milligramme aussi vient du choix ici. Donc, on essaie de simplifier votre saisie de données. Il reste juste 2 champs. Les autres sont mis par défaut selon le choix que vous avez fait. Ça évite aussi des erreurs de saisie de données. Ici, un exemple pour un produit de santé naturelle. Donc, vous voyez en haut qu'on a coché produit de santé naturelle. Ici, on cherchait 130. Puis là, vous voyez la liste des possibilités de 130. Ça, c'est ce que vous voyez derrière là, la BD dans Redcap, ceux qui sont déjà familiers avec Redcap. Donc, vous voyez, le DIN est entré par défaut, le nom du médicament. Donc, tout ce que vous avez saisi précédemment, puis il vous rajoute dans ce champ-ci à inscrire la date de début, la date de fin du médicament. Nous, on pense que c'est les champs qui sont les plus utilisés pour ces données-là. Ici, on voulait vous montrer une fois un autre médicament, là, une fois que la date est saisie. Je vais un peu vite, là, vous m'arrêterez, vous me poserez des questions à la fin. Je veux finir dans le temps. On a ici dans Redcap, la façon dont ça a été monté, vous pouvez cliquer en haut. Donc, c'est un participant qui a 7 médicaments à son dossier. Donc, vous faites revenir à l'ensemble des médicaments, vous pouvez cliquer dessus pour afficher le médicament qui vous intéresse. Peut-être la fonction la plus intéressante, à mon avis, ou une des plus intéressantes, vous avez fait votre visite baseline, vous faites la visite un mois plus tard, vous faites seulement aller doubler, copier ce qu'il y avait dans la première visite en cliquant sur ce bouton-là. Puis après ça, aller modifier si jamais il y a des changements au niveau des médicaments, mais vous n'êtes pas obligé de ressaisir à chaque visite la liste, des fois qui peut être assez longue là, chez nos personnes aînées. Redcap, ben, c'est ça vous connaissez, donc la page d'accueil de Redcap, vous vous loguez, puis donc vous avez vos différents projets. Si vous n'utilisez pas déjà Redcap pour votre projet, bien, c'est sûr que ça vous demande de créer une base de données séparée à côté pour saisir les données médicaments. Mais sinon, vous pouvez commencer par ce module-là, puis ajouter votre base de données autour de ce module-là médicament. L'inverse, je ne suis pas sûr que. C'est pour ça qu'on le recommanderait. Là. Fait que si on a déjà un projet, on ne peut pas venir ça. Ben, il faudrait voir avec l'équipe je dirais. Oui. Puis le qui rajoute dans les projets. Passer par le crime. Mais il faut leur demander quoi, c'est eux autres qui peuvent le faire. C'est eux autres qui font le camp. Oui. L'équipe du CREL, c'est l'équipe de Céven Réel, ceux qui sont moins familiers, là, qui sont à l'URSS. C'est vraiment avec eux là, que Simon a développé cet outil-là.
L'outil, il est disponible. J'ai demandé justement cette semaine, Sylvain nous disait qu'il y a 4 projets en ce moment qui l'utilisent. Claudie, Marilyn ont développé aussi un guide d'utilisation de ce module-là. C'est quand même très simple, il y a un guide. Et sinon, je ne l'avais pas dit, mais leur nom est là sur le jeu. Vous pouvez consulter Claudie et Marilyn là, pour utiliser ce module ou en tout cas voir les possibilités. Vous avez des questions? Oui. Si on veut l'utiliser pour notre projet, on pourrait juste vraiment écrire au fait et dire on aimerait ça inclure votre module dans notre projet REDCap existant, puis ça coûterait gratuit parce que, tu sais, mettons, notre chercheur qui est associé au projet, on a REDCap qui est gratuit souvent, mettons du CHQ ou c'est ça. Est-ce qu'il y aurait un coût supplémentaire? Je faudrait vérifier avec eux. Est-ce que l'intégration du module dans votre projet existant demande un certain temps de programmation? Là, vous seriez peut-être facturé. Okay. Je ne peux pas vous garantir. Je ne sais pas, Simon, si tu as une On regarde qu'il y en ait. Dans le fond, maintenant, ça coûte 300 $ créer un projet sur le cap avec eux. Je pense que ça inclut aussi justement de dire ben, on ajoute ce module-là. Mais c'est sûr que c'est eux qui vont avoir la réponse finale pour voir s'il y a des frais ou non. Mais il me semble que les discussions qu'on avait eues, c'était pour. On visait à la rendre le plus accessible possible, là, finalement. Oui. Tu avais dit qu'il y a 2 molécules là, actives. Oui. Non, fait que, j'imagine les noms d'usage vont apparaître. Là, ça va se refléter dans cette base de données après ça. Oui. Donc, dans les choix, vous devriez voir apparaître le produit combiné. En choisissant, la BD là, a les deux dessous. Et vous allez le voir là, dans votre saisie de données. Ouais. Moi, je vous conseillerais dans ce cas-là, le plus simple, disons que vous avez une capsule. Moi, je saisirais qu'une, en fait, parce que la capsule contient peut-être comme un 15 mg puis un 150 mg. Donc, ce que vous voulez faire, c'est une capsule 2 fois par jour. Comme ça, vous allez être capable, parce que vous ne pourrez pas saisir la dose des deux, là. C'est ça. On peut. Ouais. Fait qu'il y a comme ça des petits jeux qu'on fait avec le système pour s'assurer qu'à la fin, on a l'info qu'on veut. Encore là, si vous voulez, vous nous appelez, puis il y a quand même une bonne expérience avec le système. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Oui, juste une question. Est-ce que, parce que des fois, il y a des médicaments que nos patients, maintenant, ils prennent plus au besoin. Fait que j'ai vu comme une fois, 2 fois, avec la posologie. Au besoin, il est là. Ah, la posologie est là au besoin. OK. Quand même, ma recommandation pour ça, ce serait de lui demander c'est quoi la dose moyenne qu'il a pris dans la dernière semaine. Okay. Parce que vous voulez saisir une dose, sinon vous vous retrouvez avec un champ vide. Et nous, ce qu'on fait dans nos projets, c'est ça, 7 jours en ce moment. Regarde dans les 7 derniers jours la dose. C'est sûr que ça peut être compliqué des fois selon les TRM. C'est une fois par jour, 1 à 2, mettons, ben, tu peux mettre 1,5, tu sais, fait que ça, c'est pas pire, mais quand c'est une fois par mois, ben là, des fois, ça devient plus complexe d'avoir c'est ça. les bacs, là, mais. C'est présenté, mais Une année par Matrienne. Fait que moi, c'est sur le projet des prescriptions en discomobilité avec Benoît. C'est sûr que moi, je l'utilise REDCap pour la saisie médicaments régulièrement là, à tous les jours. Fait que si jamais vous avez des questions, effectivement, moi aussi, au besoin, mais si Marie n'a pas les réponses, ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous. Oui, moi, ça fait que le cap que je disais, REDCap, je pense en plus Marilyn et Chloé, mais c'est vrai que Mélanie a une bonne expertise. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Présentation du deuxième projet structurant pour la session d'aujourd'hui. J'ai appris l'introduction des modes opératoires normalisés au CDAV, donc ça parle quand même déjà pas mal. Pour le plan de présentation, je vais commencer par une petite présentation de qui je suis moi, d'où je viens. C'est quoi un mont et selon qui? Quel était mon mandat dans le cadre de ce projet structurant-là et qu'est-ce qu'il est devenu? À quoi ça sert un mont? Quelles sont les exigences réglementaires, mais vraiment brièvement, parce qu'on pourra en parler pendant des jours et des jours, et à quoi s'attendre pour la suite aussi avec ce projet-là. Donc, je m'appelle Jean-Nicolas Labbé, je suis un méchant diplômé de l'Université de Montréal. J'ai gradué, j'ai eu un baccalauréat en sciences biologiques. Au niveau de mon parcours professionnel, j'ai commencé en février 2007 dans l'industrie pharmaceutique, spécifiquement chez Algorithme Pharma, qui s'appelle maintenant Altascience.
J'ai commencé comme technicien de laboratoire, puis je suis devenu formateur de laboratoire, auditeur en contrôle de la qualité pour les services bioanalytiques. Pardon. Je suis allé me faire voir chez le voisin pour savoir si l'herbe était plus verte. Comme chef de projet, je n'ai pas aimé ça. Mais je suis revenu à mes anciennes amours et à ce moment-là, je suis devenu auditeur en contrôle de la qualité pour la gestion des échantillons biologiques. Et je suis arrivé ici au CDRV en novembre dernier dans le cadre de ce projet structurant-là. Donc, c'est quoi un mont et selon qui? Bien, tout d'abord, on va trouver plusieurs appellations, un peu comme pour les médicaments. Pour un mont, on peut parler d'un mont, d'un pont, d'un SOP en anglais. Donc, nous, on utilise mont pour mode opératoire normalisé. Et selon qui, c'est quoi? Bien, la définition du CIH, c'est une instruction écrite et détaillée visant à assurer l'uniformité de l'exécution d'une fonction spécifique. On a aussi une définition un peu plus alambiquée, si on veut, de Santé Canada. Donc, un pont peut être propre à l'essai ou au lieu d'essai, peut être fourni par le lieu d'essai, l'établissement ou le promoteur. Comme c'est le cas de tous les documents d'un système de qualité, un mécanisme doit être établi pour l'approbation et la révision des documents, pour la communication des documents nouveaux ou révisés, aux parties responsables des procédures. Santé Canada n'exige pas un type ou un format de document particulier, mais la documentation devrait traiter de façon adéquate de toutes les activités essentielles de l'étude. Pour Santé Canada, c'est ça, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux appeler ça comme tu veux, mais tu vas avoir une procédure qui va gérer tout ce que je te demande de gérer. Globalement, c'est ça. Ça va avoir le format que tu veux. Donc, et je parlais du CIH ou ICH en anglais, c'est qui? Ben, en fait, c'est le Conseil international pour l'harmonisation. C'est une association internationale qui est une entité légale sous la loi suisse. Ça va regrouper des agences réglementaires et des acteurs de l'industrie pharmaceutique. Vous pouvez trouver comme membres, entre autres, la Commission européenne, le Japon, les États-Unis, l'IFPMA qui a 51 pays membres, Santé Canada, Swissmedic, l'OMS aussi fait partie de ce regroupement. Donc, mon mandat dans le cadre du projet structurant pour le premier 6 mois avec l'arrivée des monts d'établissement. Donc, est-ce que vous avez entendu parler des monts d'établissement? Il n'existe pas encore. Exactement. On aura un webinaire, peut-être que vous l'avez vu passer dans Nagano, jeudi de la semaine prochaine, donc le 28 novembre, je ne sais pas si vous êtes inscrits, où on va, je crois, je pense, j'espère, vous les présenter, ces monts d'établissement-là, mais j'ai malheureusement pas plus de détails. Donc, avec l'arrivée des monts qui ne sont pas arrivés, je devais développer des informations de travail spécifiques, prioriser l'implantation, rédiger les documents de support et puis effectuer un suivi de la formation des équipes. Je devais établir une formation et une articulation aussi avec les autres services, donc l'URSS, le CER, le SARIC et le comité EDI. Et je devais débuter l'élaboration d'une plateforme de soutien à la recherche clinique en établissant des règles de fonctionnement, le développement de documents et banques d'outils internes et commencer à supporter le premier projet de recherche romantique. Donc, on peut comprendre que ça ne s'est pas exactement déroulé comme prévu et ce n'est pas mauvais dans le sens où, moi je vous ai dit, je proviens du pharma. Et le pharma et le CDRV, c'est assez différent. Moi, dans mes tâches dans le pharma, j'étais responsable de faire cette portion-là ici et au CDRV, on fait tout ça. Quand je suis arrivé dans le pharma, on avait déjà des monts qui étaient en place, on avait une structure en place, des gens qui étaient responsables des différents aspects de ces monts-là, un système de formation associé, un système de traçabilité associé aussi. Et puis, j'aurais pu dire, je copie, je colle tout ça ici, mais ça n'aurait pas été adapté à votre type de recherche. Donc, dans le fond, ma première étape en arrivant ici a été de me déconditionner du milieu pharmaceutique et de retourner à la base. Si on veut avoir en place des modes opératoires normalisés, c'est pour gérer tout ce qui doit être géré par les agences réglementaires, certes, mais dans le but de se conformer aux bonnes pratiques cliniques. Donc, je suis retourné à la base avec des lectures réglementaires en commençant par les PTC2 qui vont nous parler d'éthique. Et puis, j'ai enchaîné avec la loi sur les instruments médicaux, les lignes directrices sur les aliments versus les produits de santé naturelle, les règlements sur les produits de santé naturelle et les études cliniques pour les produits de santé naturelle, parce que mon gestionnaire était Mélanie Plourde, travaille avec les produits de santé naturelle, puis je ne connaissais rien là-dedans. Donc, déjà, je me suis questionné. Et puis, j'ai enchaîné avec les essais cliniques et inocuité des médicaments, les lignes directrices pour les demandes d'essais cliniques, les guides et politiques de Santé Canada et les guides du CH aussi, le thème particulièrement le thème E6 pour les bonnes pratiques cliniques.
J'ai consulté, j'ai lu et relu et re-relu et encore relu, et je lis toujours les mondes du CHU parce que ça sert quand même de base, là, puisqu'on est à proximité puis affilié à l'Université de Sherbrooke. J'ai pris contact avec M. Voyer au CER, pour savoir le CER, qu'est-ce qu'il demande au juste, comment ça fonctionne, c'est quoi le but, entre autres par rapport à l'octroi des privilèges de recherche, parce que nos mondes vont être dirigés un peu dans ce sens-là. J'ai pris contact avec Mme Carrier de l'URSS pour savoir encore là, c'est quoi l'URSS? Parce que moi, j'entends un paquet de choses, mais venant de l'externe, je comprenais moins quel était leur mandat. Qu'est-ce qu'ils demandent aussi aux chercheurs qui vont collaborer avec eux? C'est quoi leur vision de la chose? Et j'ai pris contact avec le directeur de l'assurance qualité du CHU, pardon, M. Steve Girard, encore une fois, par rapport au monde du CHU, pour savoir comment sont gérés là-bas, quels outils ils ont mis en place pour cette gestion-là, comment ils voient les choses, et essayer de faire un parallèle avec ma vie passée dans le pharma. Donc, nous, on faisait ça. Comment c'est régi chez vous? Avez-vous telle chose en place? Comment est-ce qu'on pourrait faire? Donc, j'ai essayé de me faire une tête en fait là-dessus. Donc, ce qui était prévu pour les deuxièmes 6 mois, je vous dis tout de suite, ça n'a pas été abordé, puisque je partais autrement, disons. Donc, dans le deuxième 6 mois, j'ai plutôt élaboré le plan des mondes au CDRV avec une classification différente qu'on peut retrouver dans les mondes CHU pour nos moins terminus et une restructuration des mondes CHU aussi pour les adapter à notre réalité. Donc, là, encore une fois, je vais être transparent. Moi, j'avais compris en arrivant ici que j'avais carte blanche. Donc, j'ai pris les mondes CHU, je les ai découpés, j'ai mis ça dans un pot, j'ai brassé, puis je me suis dit, moi, je trouve que cet élément-là irait mieux avec cet élément-là. Et éventuellement, un jour, on m'a dit non. Parce que nos chercheurs peuvent travailler aux 2 endroits. On ne peut pas avoir quelque chose de complètement différent. Donc, je n'ai pas défait ce que j'avais fait, mais je me suis assagi aussi. Et j'ai aussi consulté les mondes d'autres entités, donc les mondes du CRI-UGM à Montréal, du Québec, l'INSPQ, du CIUS de Centre-Sud de Montréal. Parce qu'encore une fois, moi, j'arrive avec ma vision du pharma, mais je sais qu'elle n'est pas adaptée à votre type de travail ici, au type de recherche qu'on fait ici. Puis, j'ai essayé de voir les choses sous différentes facettes, voir l'externe, comment c'est géré, comment ils le font là-bas, comment c'est mis en place, pour me rendre compte, dans certains cas, que certaines phrases qui sont copiées, collées dans chacune des procédures de chacun des centres. Donc, à ce moment-là, je ne vais pas me casser la tête, je ne vais pas réinventer la roue. C'est clairement ça la norme dans le milieu, puis on va l'appliquer, c'est tout. Et par la suite, j'ai commencé la rédaction des mondes CDRV et il y aura un but de révision des mondes par les acteurs du milieu bientôt. Et les acteurs du milieu, c'est vous. Donc, je vais demander votre collaboration parce qu'encore une fois, je sais que je n'ai pas une vision complète du travail qui est fait ici. Je sais que moi, ce que je vois dans mon bureau n'est pas nécessairement adapté à votre type de recherche non plus et je vais avoir besoin de votre avis, de vos suggestions dans l'application des choses. Donc, je ne voudrais pas arriver avec quelque chose de contraignant qui n'est pas réalisable. Donc, je veux savoir comment est-ce qu'on peut modifier les choses pour arriver à quelque chose qui fonctionne bien. Qu'on s'entende bien, par contre, les mondes sont rédigés pour respecter les attentes réglementaires, donc on doit les mettre en place et on doit gérer certains éléments. Par contre, tous les chemins mènent à Rome, il y a différentes façons de se rendre à l'objectif et c'est là où je vais avoir besoin de votre aide. Donc, initialement, on avait 18 mondes au CHU. Je les ai adaptés jusqu'à maintenant 23 mondes au CDRV, pas juste pour en avoir plus, mais parce que je veux une approche plus flexible au CHU. Donc, au CHU, on y va avec une approche plus simple. Tout le monde doit lire, être formé et se conformer à l'ensemble des procédures. Nous, on veut avoir une approche un peu plus flexible. Donc, je prends un exemple. Si je ne manipule pas, si je ne récolte pas l'échantillon biologique, je ne vois pas pourquoi je devrais lire, être formé et puis me conformer à une procédure sur la collection d'échantillons biologiques, l'entreposage, la manipulation, le transport des matières dangereuses. Si ce n'est pas relatif à mon travail à moi, je devrais savoir que ça existe, mais je ne devrais pas nécessairement me conformer. Les mondes du CHU, pour prendre un autre exemple, concernant les archives, les informations concernant les archives étaient disséminées un peu partout dans les mondes. Donc, à partir du moment où on décide que tous les mondes ne sont pas à lire par tout le monde, on risquerait de perdre de l'information. Donc, ils ont dû être regroupés à l'intérieur d'un monde, spécifiquement pour les archives dans ce cas-ci. J'ai ajouté 3 mondes concernant les équipements de laboratoire, donc les balances analytiques, les pipettes et les centrifugeuses.
En fait, au début de mon mandat, quand je commençais à me poser la question, je commence par où? Mélanie Plourde, elle me disait, ben, commence par ce que tu connais, toi, tu proviens du labo. On aurait besoin, nous, quand même, de s'assurer que tout notre personnel va utiliser des équipements de la même façon pour éviter les bruits, parce que c'est quand même du matériel qui est dispendieux. Ça peut amener des retards s'il y a plus de matériel disponible aussi, donc ça serait fun d'avoir une base. Donc, c'est par ça que j'ai commencé. Les centrifugeuses, pardon, je ne me suis pas encore attaqué comme tel. Et il y a possibilité d'ajout de monts supplémentaires par secteur, donc qui pourraient être utiles strictement à la clinique ou strictement au laboratoire, de par la classification, la nouvelle classification des monts. Donc, ici, on va y aller avec des monts de gestion, par exemple, de documentation, alors qu'au CHU, on a qualité et on a gestion de projet. Donc, ça nous permet d'être un peu plus spécifique, si on veut, dans nos approches. Donc, à quoi ça sert un mont? Donc, je reviens à la base. Mont, c'est pour mode opératoire normalisé. Ça sert à uniformiser les procédures à l'intérieur d'une institution, qu'elle soit publique ou privée. Donc, c'est un standard de l'industrie pharmaceutique, oui, mais du milieu de la recherche aussi. Ça nous sert à uniformiser la compréhension d'un élément donné et à officialiser l'information qui est disponible aussi. Parfois, on est à la recherche d'informations qu'on ne retrouve pas parce qu'elle n'est pas documentée nulle part. Donc, ça peut servir à ça. Ça va venir, si on veut, structurer une institution aussi. Donc, en développant ou en officialisant des règles internes de fonctionnement aussi, parce qu'encore une fois, elles sont documentées. Ça nous permet de développer des outils internes pour veiller à la bonne gestion puis au bon roulement des activités à l'intérieur de ces monts-là. Et il y a des points qui peuvent être perçus de façon négative ou positive. On va être honnête là-dessus. Le premier point qui peut sembler négatif, c'est de dire, moi, ça fait 20 ans que je travaille comme ça, pourquoi ça va changer toutes mes habitudes? On est tous humains et on est tous, non, je ne vais pas dire tous, on est souvent réfractaires au changement. Donc, je sais que ça risque d'amener en fait certaines perturbations et j'en suis conscient de ça. Mais le but, c'est quand même une uniformisation. Si vous devez reprendre le projet de quelqu'un d'autre pour quelque raison que ce soit à pied levé, si les modes de fonctionnement à travers les équipes sont similaires, ça va vraiment faciliter la transition de ce projet-là, que ce soit vers vous ou vers quelqu'un d'autre. Un point négatif qui serait majeur, je crois, ce serait d'avoir un mot qui n'est pas adapté à votre type de projet, à votre type de recherche. Et c'est la raison pour laquelle je vais demander votre collaboration puis votre aide, en fait, dans la révision de ces mots-là, pour les avoir les plus adaptés possibles à votre type de recherche, pour pas que ça soit quelque chose qu'on vous met dans le fond de la gorge. Là. Moi, je n'ai pas aimé ça dans le pharma quand on a changé les procédures de cette façon. Et je voudrais vraiment pas celui qui fait ça ici. C'est pour ça qu'on va demander votre révision. Et il y a aussi des points positifs qui sont associés à l'introduction des monts. Là, je prends quelqu'un qui arrive au CDRV. Maintenant, j'ai un guide pratique de ce que je dois faire, comment le faire, à quelle fréquence le faire, possiblement aussi. Quand il y a une tâche à laquelle on n'est pas confronté souvent puis on ne se rappelle pas, j'ai un guide. Maintenant, c'est la façon officielle du centre de fonctionner. Et encore une fois, comme je le disais, ça peut permettre un transfert d'informations, mais de projets aussi, qui va être plus rondement. Et c'est toujours, l'introduction d'un mot est toujours dans un but d'efficacité. Donc, les bonnes pratiques cliniques du CEH, c'est dans le thème E, et E signifie efficacité, E6 pour les bonnes pratiques cliniques. Donc, il y a des guides multidisciplinaires M, qualité Q, sécurité S. Donc, vraiment, le but, c'est d'y aller rondement dans les procédures. Quand il y a quelque chose qui est toujours fait de la même façon, on n'en vient qu'à travailler de façon plus efficace, plus rapide. On a besoin de moins de ressources pour faire le même travail. Et donc, ça nous laisse plus de temps pour se consacrer à autre chose qui nous apporte le plus dans notre recherche. Quelles sont les exigences réglementaires? C'est vraiment en surface. Donc, il y a des exigences internationales, il y a des exigences canadiennes et il y a des exigences provinciales aussi. Au niveau international, elles sont communiquées par le CIH. Donc, les bonnes pratiques cliniques sont basées sur l'ICH, le CIH, thème E6, révision 2 en ce moment, la révision 3 et pour consultation en ce moment. Au niveau de Santé Canada, on parle du titre 5 de la partie C, du règlement sur les aliments et drogues destinés aux essais cliniques sur les sujets humains. Donc, je prends mon règlement sur les aliments et drogues, la partie C est concentrée sur les médicaments et le titre 5 sur les essais cliniques. Ce qu'on doit comprendre, c'est que les bonnes pratiques cliniques ont été développées pour les essais cliniques
pharmaceutique. Mais quand on fait de la recherche avec des participants humains, on doit se conformer aux bonnes pratiques cliniques. Donc, je vous dirais, l'essentiel du travail qui est compliqué ici, c'est de voir le bucket de choses qu'on nous demande pour les bonnes pratiques cliniques avec des essais cliniques et venir retirer tout ce qui ne s'applique pas à nous parce qu'on ne fait pas une étude avec un médicament, un produit de santé naturelle, un instrument médical pour conserver que l'essentiel. Le gros du travail, c'est ça. Pour essayer de cibler davantage les modes opératoires normalisés du CDRV, on est allé en 3 grandes catégories, si vous voulez. Les mondes qui vont s'appliquer à tout le monde, les mondes qui vont s'appliquer à un peu moins de monde, et les mondes qui vont s'appliquer aux essais cliniques avec médicaments, instruments médicaux, produits de santé naturelle. Donc, on a essayé de départager un peu pour aller à l'essentiel pour toutes les sites de recherche. Toujours selon Santé Canada, parmi les procédures essentielles, donc les éléments pour lesquels on devrait avoir des noms, figurent notamment, sans toutefois se limiter, le processus de consentement éclairé, que vous connaissez, l'entreposage de manipulation des drogues destinées à un essai clinique, la comptabilisation des drogues, la consignation, la gestion de la déclaration des incidents thérapeutiques, la manipulation des échantillons biologiques, l'entretien d'étalonnage de l'équipement, la formation du personnel de l'étude, la surveillance, donc la procédure qui assure la qualité de tous les aspects de l'essai clinique, et la conservation des registres. Dans le cas de l'essai clinique, c'est 15 ans. Avant, c'était 25. Mais il faut savoir que pour tous les types de recherche, on devrait archiver nos données pendant 5, 7 ou 10 ans. Globalement, au CIUS, c'est pendant 10 ans qu'on conserve les données et puis les paquets de recherche, si on veut. On n'a pas en ce moment de concept de surveillance, donc d'assurance qualité au CDRV. Et puis, il y a les trucs avec un astérix rouge, donc pour l'entreposage, la manipulation des drogues et la comptabilisation des drogues. Ça s'applique aussi aux produits de santé naturelle, mais ce n'est pas obligé d'être géré par un département de pharmacie, spécifiquement dans ce cas-là. Donc, globalement, on devrait avoir des procédures pour gérer tous ces aspects-là et nos procédures comme telles devraient être traçables. Des changements de procédure devraient être retraçables. Et dans mon projet, chacun de ces éléments-là devrait être retraçable aussi. Parce que c'est ce qui risquerait d'être inspecté par une agence réglementaire ou un surveillant d'une compagnie, par exemple, qui travaillerait avec nous. Encore selon Santé Canada, des systèmes et des procédures visant à assurer la qualité de tous les aspects de l'essai clinique doivent être mis en œuvre. Le promoteur commercial ou académique, donc on vient de dire que ça s'applique à nous, a la responsabilité de mettre en place un système de qualité constitué de procédures documentées, donc un nom, un forme, un protocole, afin d'assurer la qualité de tous les aspects de l'essai clinique conformément au règlement, le CHTM6 encore une fois. Il incombe au promoteur de mettre en place un système de gestion de la qualité à chacune des étapes de l'essai et à chaque lieu d'essai clinique. Donc, en théorie, si vous êtes un chercheur, un promoteur-chercheur, en théorie, vous devriez chacun développer vos moyens, chacun développer votre système de surveillance, et on s'entend que c'est difficilement applicable. Et c'est pour ça que le M3S est venu régler la question en disant l'établissement dont les activités comprennent la réalisation de recherche se déroulant sous ces auspices met en place un cadre réglementaire sur les activités de recherche adoptées par le conseil d'administration. Donc, le projet structurant devient un projet de centre parce que c'est une exigence et c'est une responsabilité du centre en ce sens-là. Donc, on ne peut pas multiplier les mondes pour chaque chercheur puis gérer les choses complètement différemment d'une équipe à l'autre, ça ne fonctionne pas. À quoi s'attendre pour la suite? Dans l'application des mondes, on souhaite une approche flexible, donc on souhaite cibler ce qui va s'appliquer strictement à vous. On va baser cette attribution des mondes-là sur les formations et les procédures du CER dans le cadre de l'octroi des privilèges de recherche. Il va y avoir des changements à vos méthodes de travail, une adaptation, c'est sûr, en fonction des orientations du monde et du CDRV. La réglementation, je le répète, nous oblige à encadrer certains éléments de recherche via les mondes, mais la façon de s'y parvenir peut différer d'un endroit à l'autre, et c'est là où on peut avoir plus de flexibilité au centre. Je tiens à mentionner aussi, un projet de recherche pourrait être bloqué à la convenance dans le futur si les formations, les procédures ne sont pas documentées ou respectées. En ce moment, on n'a rien en place pour pouvoir vérifier que c'est fait. Le CER fait certaines vérifications, mais comme on doit se confirmer au monde du centre, ben, si on voit que quelqu'un les a pas lus, ne s'y conforme pas, puis ne semble pas s'en soucier, à ce moment-là, votre projet pourrait bloquer à la convenance dans l'avenir.
On va avoir des outils en place, on veut assurer une traçabilité à ce niveau-là aussi. On veut s'assurer que vous puissiez consulter votre statut, si on veut, en regard de ces monts-là. Et finalement, votre collaboration sur une base volontaire, d'abord, sollicitée dans les prochains jours. Vous devriez recevoir un courriel dans les prochains jours pour la révision des monts. Ça va être une occasion idéale pour vous de consulter les orientations des nouveaux monts du CDRV, de demander des clarifications sur les procédures ou les termes employés ne sont pas clairs aussi, parce qu'un mont devrait être très clair. Donc, tout le monde devrait comprendre la même chose. Commenter et proposer des solutions alternatives si le mont n'est pas adapté à votre type de recherche, parce qu'encore une fois, je veux quelque chose qui va fonctionner pour tout le monde et je ne veux pas rien vous enfoncer dans le fond de la gorge. L'élaboration de la plateforme de soutien à la recherche clinique, qui était le troisième point du mandat du projet structurant. En fait, je pense qu'avec la mise en place des monts, les structures, les outils qui vont être associés à ces monts-là, ça viendra soutenir une base sous-jacente à une plateforme clinique qu'on pourra développer par la suite. Donc, c'est la fin. Vous avez des questions? J'ai un peu de mal à concevoir comment concrètement ça va être fait, c'est-à-dire qu'on va avoir un mode opérateur normalisé pour le CDRV, puis ensuite chaque chercheur va prendre ce qui concerne sa recherche, va le garder, puis tout ce qui ne le concerne pas va l'enlever, puis il va dire ça, c'est mon mode opérateur normalisé du CDRV pour mon projet. Pas exactement, non. Il y a certains mots qui vont être ciblés qui devront être respectés par l'ensemble des chercheurs en fonction du type de recherche. Donc, ça, c'est une évaluation qui va être préalable. Si on pense, par exemple, au catalogue réglementaire ou au dossier du site du chercheur, qui est un peu équivalent, qui peut être physique ou électronique ou hybride, ben, c'est sûr que ça ne ferait pas un essai clinique. Tout ce qui est relatif à la médication, ben, j'en aurais pas besoin dans ma recherche, mais je dois quand même avoir un formulaire de consentement éclairé ou les RVP dans le cas où c'est pas possible. Je dois quand même avoir un protocole. Donc, il y a quand même une structure qui reste commune dans un cas comme ça. Oui, c'est ça. Puis, en fonction du type de ma recherche, j'enlève ce qui ne me concerne pas. Exactement, parce que ça devrait couler de source, en fait. Ça ne s'applique pas à moi parce que je n'en ai pas dans ma recherche. Oui. Vous avez parlé tantôt de balance et d'utilisation d'instruments de laboratoire. Est-ce qu'il y a une volonté, outre l'utilisation des instruments, même si l'entretien de ces instruments-là, selon les mises à jour? Ben, normalement, oui, dans un monde idéal. Quand j'ai fait l'exercice, j'ai fait l'exercice dans, je veux dire, ma partie du 5e. Je n'ai pas été voir partout, là, dans l'ensemble du centre, quels étaient les équipements, mais en ce moment, le service GBL, on pourrait continuer d'utiliser le service GBL qui va faire la maintenance, par exemple, une fois par année. Dépendamment de si on veut le répatrier à l'équipe ou chercheur, par exemple, si c'est un équipement qui lui appartient, à ce moment-là, oui, on devrait déterminer à quelle fréquence on va faire la maintenance, c'est quoi la procédure de maintenance, est-ce qu'on doit étalonner l'équipement, le calibrer ou pas, on devrait conserver ces équipements-là pour les fournir dans le cas où on se les inspecter. Donc, par rapport à ça, justement, au CIMS, le Centre d'imagerie moléculaire de Sherbrooke, ça, du CHU, 2021, il y avait cette problématique-là, qu'il y avait comme un mix d'instruments GBM et d'instruments de personnes. Il y a eu une volonté de tout mettre à la même place avec un guide pays. On parlait de plateforme tantôt, peut-être une même plateforme qui a tout ça dans l'air, dans l'hiver. Merci, je peux tous les commentaires. Oui. Ça parle un peu des noms de l'établissement. Oui. Est-ce qu'il y a comme un ordre de priorité? Est-ce que, mettons, ceux du CDRV s'appliquent à nous, mais ceux de l'établissement, est-ce qu'on les a pas vus? Aussi, c'est ça. Je pense que ça s'applique à nous, mais est-ce qu'ils vont être très similaires? Ben, ils n'ont pas vu, il va y avoir comme une... J'ai consulté quand même une ébauche, mais il n'était pas signé, fait que je ne peux pas être certain de ce qu'il va y avoir à la fin. Il y a certains éléments qui vont se ressembler de part et d'autre, mais le nom d'établissement, c'est quand même avec le CIUS. Et donc, on travaille au CIUS, dans les installations du CIUS, donc on doit s'y conformer, et on va avoir les montres pour le centre comme tel. Donc, chaque C'est assez clair. non. Ben, ça va gérer des choses différentes. Fait que, si je veux amener une suggestion pour un mont CIUS, ben, ils ont leur mode de gestion pour les monts à eux, puis on va voir notre mode de gestion à nous, parce que c'est pas eux qui vont nous dire comment gérer nos affaires, si on peut et inversement. Fait que celui-là, par exemple, celui-là dans les deux entités, si on veut, parce que c'est pas au même niveau. Mais sinon, eux vont gérer leurs choses, puis nous, c'est des trucs différents.
Non, vas-y. Pour les étudiants, souvent pas juste les étudiants, mais justement, au CHU, il fallait faire comme la formation des modes, puis tu avais comme un certificat justement par rapport à si ta recherche est faite au CHU. Là, avec le CDRV, est-ce qu'on va devoir faire aussi la formation au CDRV pour avoir le certificat du CDRV? Fait qu'on va comme 2 certificats. Ou c'est juste si ta collègue de données est juste au CHU, c'est pour le faire au CDRV? C'est une bonne question. Dans mes discussions, puis là, j'ai zéro garantie à cette étape-ci, mais dans mes discussions avec le directeur QA, je voulais m'assurer j'essaie de m'assurer qu'on ne dédouble pas le travail pour rien. Donc, j'essaie de voir s'il y a possibilité d'avoir une équivalence, si on veut, entre les deux plateformes. C'est sûr que M. Girard peut continuer d'exiger ce qu'il veut de son côté, là. Mais est-ce que si vous avez lu ces procédures-là, puis qu'on les juge équivalentes à ce qu'on fait ici, ça pourrait être fait et possiblement inversement. Donc, si vous travaillez principalement ici dans ce type de recherche-là, donc là, vous allez travailler là-bas, peut-être pas lire l'entièreté, mais seulement ceux qui vous manqueraient. Mais c'est sûr qu'il va devoir les consulter, puis on va devoir s'entendre. Je ne peux pas faire de promesses à cette étape-ci, là. Mais voilà, je suis désolé. Non, c'est correct, c'est par curiosité. Justement, encore sur cette idée-là, dédoublement, par exemple, nos protocoles, les formulaires de consentement sont sur Nagano. Oui. Donc, est-ce qu'on peut déjà maximiser les procédures qui sont déjà en place pour ne pas les dédoubler? Là, Absolument. OK. Absolument. Moi, je ne vais pas gérer comment on devrait produire un formulaire de consentement éclairé. Par contre, dans notre cadre réglementaire, on peut dire à quel endroit on va le sauvegarder. OK. Ça serait sur Nagano, par exemple. On dirait que le cartable, le protocole. Le cartable réglementaire, ce n'est pas Nagano nécessairement, dans le sens où Nagano, c'est un guichet. Je ne sais pas à quel point ils sont rendus, mais ils sont à voir s'ils continuent d'utiliser Nagano ou pas, ils sont en appel d'offres. On ne voudrait pas perdre nos documents. Donc, normalement, ils devraient être maintenus ailleurs. Donc, normalement, idéalement, ils ne devraient pas être maintenus là. Mais c'est un cartable réglementaire qui pourrait être électronique pour cela. Oui. Le mode opératoire normalisé doit être propre à chaque projet ou est-ce qu'on peut prendre un temps avec notre laboratoire, mettons, puis écrire ce mode opératoire normalisé pour notre laboratoire, vu que c'est à peu près toujours une procédure qui revient. Puis, par exemple, pour 2 projets qui se ressemblent, ben, on dit voir référence mode opératoire normalisé de tel labo. C'est une optique qu'on pourrait aller. Donc, à ce moment-ci, je suis dans les mondes du CDRV. Quand je parle de mondes ciblés, clinique et laboratoire, ça provient de mon ancienne vie. On avait les mondes en général, donc qui s'appliquaient au département du laboratoire comme tel. Et ensuite de ça, on pouvait avoir un monde spécifique pour un projet. Et puis, tous les projets qui pourraient réutiliser cette même procédure-là au laboratoire pouvaient se référer à ce monde. Donc, j'ai intégré cette possibilité-là au monde de la gestion des mondes et ça sera vraiment à voir là, selon les besoins du centre. Peut-être juste un commentaire. L'utilisation du Canada sur le vieillissement a plusieurs mondes disponibles sur le web. Puis on trouve quand même beaucoup d'évaluations qui sont faites là, pour les personnes aînées. Donc, si vous voulez vous inspirer de mondes sur, entre autres, le test d'équilibre, le TUG, on fait beaucoup de choses. Donc, c'est disponible pour tous. Oui. Je compléterai un commentaire avec notre expérience. On a des projets avec des produits de santé naturelle, donc on a un niveau de conformité quand même supplémentaire. Et en se référant à cette époque au monde du CHU, qui ont quand même beaucoup d'expertise du pharma, qu'on n'avait pas, qui avait fait ça même à ce moment-là ici. Ça arrive même des fois qu'on ne peut pas répondre à un mode idéal ou même aux bonnes pratiques cliniques ou aux attentes de Santé Canada par le fait que notre centre est petit ou certains services qui ne sont pas sur place. On peut penser à la pharmacie, par exemple. Ce n'était pas nécessaire pour PSA, mais bref. Mais tu sais, ça l'oblige au moins à réfléchir l'équipe. C'est quoi l'attente? Puis comment je pourrais trouver une autre façon, moi, même si le mode parfait du CHU, c'est telle sorte de registre ou c'est telle sorte de personne qui vient auditer ou contrôler. Moi, je n'ai pas ça, mais tu sais, on a pris la peine, on a rédigé un paragraphe, on l'a inclus comme dans notre protocole. Mais cette partie-là, on ne peut pas la faire peut-être comme il est attendu de certains collaborateurs aussi, hein, parce qu'on travaille avec les CHU. Donc, des fois, les gens aussi, ces attentes-là, quand sont bien relevés.
Fait que moyen, tu sais, de faire vivre ça avec la réalité aussi, c'est pas une prison. mais tu sais, à ben, c'est vrai que c'est des choses importantes. Tout c'est intégré. Tu t'en rends même plus compte que tu une salut telle machin, c'est toujours une copie de même personne. Le CHU ont commencé à bloquer des projets à convenance, là. Depuis qu'ils ont introduit leur mode, et puis des choses comme ça. Mettons que ça arrive ici dans ce terme-là. Soyons optimistes, je fais des belles idées, vraiment intéressant. Et là, en fait, je me demande que ça va tomber sur le chapeau de qui, parce que là, on les lit, on les signe, OK, il y en a peut-être qui vont pas, tu sais, voir, tu les as pas en début, mais après ça, il faut les revisiter une fois par année, peut-être, etc. Donc, je me demandais, est-ce que vous avez réfléchi à ça, qui allait être un peu le gardien ou comment, est-ce que c'est le chercheur, est-ce que la direction aussi a un mot à. Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu plus loin? Ben, des mondes, j'ai un premier jet en ce moment. Il y a certaines structures ou besoins qui sont, je veux dire, nommés. Des fois, j'ai utilisé un terme générique pour la personne, pour la responsabilité, parce que justement, on n'a pas clairement quelque chose en place, mais il y a des actions et des responsabilités qui sont définies à l'intérieur de ces mondes-là, déjà. Bon, moi, mon projet structurant se terminait à l'origine le 2 semaines, à peu près. Je suis prolongé jusqu'au 31 mars. Ensuite de ça, on y allait avec la vision du centre et puis les besoins du centre pour gérer la suite des choses. Maintenant, je donne un exemple. Les pharma, c'est facile, il arrive de l'exige. Oui. Mais là, c'est différent. Oui. Je suis conscient de ça aussi. Oui. Je parlais aussi de la plateforme clinique. C'est pas ça, hein? C'est pas pour remplacer l'assurance qualité, le département de la personne qui s'occupe de gérer toute la documentation, s'assurer que les gens reçoivent la formation et la suivent, la réglementation. Non, c'était pas ça à l'origine. Ce que j'en ai compris, honnêtement, ce qui était prévu, c'est de développer une espèce de plateforme d'accès et de soutien, disons l'URSS, mais à l'interne, pour aider les chercheurs à gérer leur projet. Donc, puis honnêtement, je pense qu'on n'est pas rendu à cette étape-là encore. On va commencer par établir la base et voir comment on peut faire ça si le centre veut toujours ça par la suite. Mais tu sais, je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'on va financer, on cherche combien, à qui, quand, comment, pourquoi. Tu sais, je ne peux pas aller jusque-là dans ma réflexion. Là. Je pense que la première chose, c'est d'avoir des modes en place, un requis, une base commune à tout le monde, s'assurer que ça va rondement avant d'aller à la prochaine étape, qui serait la plateforme publique.